Bonjour et bienvenue à cette formation pour les professionnels de la santé intitulée L'activité physique en oncologie pédiatrique pendant les traitements, bénéfices, applications et conseils. Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la division du Québec de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Notre mission est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et des familles. Nous sommes là pour aider la communauté des cancers du sang. Nous offrons du soutien tout au long du parcours. N'hésitez pas à parler de nous aux patients et aux familles que vous rencontrez. De plus, en communiquant avec nous, vous pouvez commander des livrets détachables, vous les voyez à l'écran, pour les remettre aux patients et aux familles. Nous offrons différents programmes et services pour la communauté. Un programme de soutien par les pairs, des groupes de soutien virtuels, ainsi que de la documentation. Notre site Internet regorge d'informations, vidéos explicatives, archives de nos webdiffusions passées, balados, etc. Nous avons également un programme, Votre vie après le cancer, pour soutenir les gens lors de l'expérience du cancer. Nous avons également un tout nouveau programme spécialement conçu pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc, visitez le cancerduSang.ca pour tous les détails sur nos programmes et nos services. Et finalement, un programme tout spécialement conçu pour vous, le programme de formation continue pour les professionnels de la santé. Ce programme vous permet d'assister à des formations en direct ou encore préenregistrées à écouter au moment de votre choix, comme celle-ci, pour vous tenir informé sur les cancers du sang. La majorité de ces formations sont accréditées et disponibles lorsque votre horaire vous le permet. Notez que du nouveau contenu est ajouté régulièrement. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que dès le mois d'octobre 2021, des formations pour les professionnels de la santé axées sur la vie après le cancer seront disponibles. Donc, visitez notre plateforme de formation continue à l'adresse que vous voyez à l'écran pour tous les détails. Avant de vous présenter notre conférencière, quelques points importants au sujet de cette formation. Elle est accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour 1 heure de formation. Les frais de 10 $ s'appliquent pour accéder au crédit. Vous pouvez payer ces frais directement sur la plateforme ou communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. 1-833-222-4884 poste 1009 ou pascal.rousseau@lls.org. Sinon, un certificat de participation vous sera émis à la fin de la formation. Sans plus attendre, je vous présente notre conférencière, Gabrielle Duhamel. Gabrielle est kinésiologue, candidate au doctorat en sciences de l'activité physique. À toi, Gabrielle. Alors, merci Pascal pour l'introduction. Merci aussi à tout le monde qui s'intéresse à la formation d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, que je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager. Donc, le contenu de la formation aujourd'hui, en gros, je vais vous parler un peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené à m'intéresser à l'activité physique en oncologie pédiatrique. On va voir un peu le portrait de cette population-là de façon générale. On va voir pourquoi faire l'APOP, donc activité physique en oncopédiatrie. L'effet des traitements sur les patients, les bénéfices qu'on peut avoir et le ratio risque-bénéfice, certains aspects de sécurité, le mode d'emploi de façon encore générale et sommaire. Puis, on va regarder certaines études de cas selon différents contextes cliniques. Et finalement, on va regarder plus spécifiquement par rapport au rôle des infirmières et des autres professionnels de la santé dans un contexte multidisciplinaire.
Alors, je viens du milieu sportif. J'ai fait de la compétition de kayak de vitesse quand j'étais plus jeune, en bateau dragon aussi au niveau international. Puis, je suis restée vraiment dans le domaine du sport. Je suis devenue entraîneur privé où j'ai travaillé au YMCA du Parc pendant quelques années. J'ai travaillé aussi au club Alaska Women's Club à Anchorage en Alaska. Puis en 2001, j'ai appris que ma mère était atteinte d'un cancer du sein. Puis je voyais comment les traitements, comment la chirurgie l'affectait dans ses fonctions au quotidien. Puis je pensais que en tant qu'entraîneur, il y avait certainement des choses que je pouvais faire pour l'aider. Puis j'ai questionné mes superviseurs au YMCA, puis ils m'expliquaient comme quoi que cette population-là, c'était vraiment une population à risque, une population spéciale qui demandait des études un peu plus poussées en kinésiologie. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de m'inscrire au baccalauréat en kinésiologie à l'UQAM. Et à l'époque, en 2004, il n'y avait pas vraiment d'informations qui existaient, puis l'oncologie ne faisait pas partie du curriculum scolaire là, du tout. Donc, je me suis en allée plus vers la douleur chronique. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec une physiothérapeute qui se spécialisait avec tous les cas lourds des compagnies d'assurance avec des patients qui étaient dans le milieu en arrêt de travail finalement depuis plus de 2 ans. Puis j'ai pu vraiment apprendre beaucoup sur tout le contexte autour du patient, donc tout ce qui est dans la somatisation, tout ce qui est dans le psychosocial et vraiment l'importance de travailler en multidisciplinaire pour aider ces patients-là à retourner sur leur milieu de travail. Puis en même temps, je travaillais aussi en périnatalité comme assistante de sage-femme dans une maison de naissance pendant aussi quelques années. Et éventuellement, j'ai vraiment voulu retourner vers la kinésiologie. J'ai fait quelques recherches, puis en fait, ce qui m'intéressait, probablement à cause de mon travail en périnatalité, je me suis dit ça pourrait être intéressant de travailler en oncologie pédiatrique. Je me voyais vraiment travailler avec les enfants qui étaient sur leur lit d'hôpital, puis changer un peu leur journée, les aider à prendre un peu de force et tout ça, pouvoir vraiment avoir l'impact que je souhaitais avoir avec ma mère à l'époque, dans le fond. J'ai vu qu'il y avait l'UQAM qui offrait une formation, un programme court d'études supérieures en activité physique adaptée. C'est pas exactement juste oncologie, mais il y avait une portion qui allait être adressée sur ça, mais il y avait surtout un stage de 300 heures. Donc, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir moi-même aller dans un milieu puis aller chercher de l'expérience de terrain. Donc, je me suis inscrite, puis le même jour où j'ai déposé ma candidature à l'UQAM, j'ai reçu moi-même un diagnostic de leucémie myéloïde chronique. Donc, ça a pris quand même un certain temps avant que je me remette un peu du choc puis que je me remette un peu sur pied, même si ça fait encore partie de mon quotidien maintenant depuis 2014. Donc, j'ai commencé quand même le programme 1 an plus tard. Puis, les professeurs du programme m'ont aidé à trouver un stage en France, à Montpellier, au CHU Arnaud de Villeneuve, où ils offrent l'activité physique en oncologie pédiatrique depuis déjà 10 ans. Et en Europe, c'est quelque chose qui est assez commun. Plusieurs pays l'offrent déjà depuis longtemps. Au Canada, ça n'existe pas encore. Aux États-Unis, non plus. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu faire en allant moi-même me former là-bas. Je voulais ramener ça ici, puis démarrer ce programme-là, offrir le service dans les hôpitaux pédiatriques. Donc, j'ai fait une formation collégiale de lancement d'entreprise et de fil en aiguille, j'ai entendu parler d'un groupe de chercheurs à Sainte-Justine qui voulaient entendre finalement la présentation de mon projet. Je leur ai présenté, ils m'ont dit si tu veux, on peut t'engager comme consultante experte en activité physique, puis tu peux nous aider dans notre projet de recherche. Ou si tu veux, tu peux faire ton doctorat avec nous sur le projet Vie, un projet de faisabilité d'implantation de l'activité physique à Sainte-Justine.
Puis j'ai choisi de faire mon doctorat avec eux. Je vais présenter un petit peu le projet Vie de façon générale. C'était un projet, c'est un projet qui est en conclusion en ce moment, à l'étape de la conclusion. Donc, on a rassemblé toutes nos données, on est à les colliger, à les interpréter, puis à les publier prochainement. Donc, projet de faisabilité où on inclut le plus possible le contexte hospitalier tel qu'il est. Donc, on a peu de critères de sélection. On veut vraiment avoir le portrait le plus représentatif de la population, comme si on était à l'hôpital. Bien, on est à l'hôpital, mais comme s'il y avait la population inchangée. Donc, il y avait 3 volets. Le volet activité physique dans lequel moi, je fais partie, et un volet nutrition, qui est toute une autre équipe de chercheurs, un volet psychologie, aussi une autre équipe, et ça se produisait sur une période de 4 ans. Tous les patients étaient recrutés entre la 2e et la 4e semaine après avoir reçu leur diagnostic. On a réussi à recruter 62 patients pour le groupe intervention et ils étaient évalués une fois par année. On regardait les capacités physiques des patients, leur qualité de vie, leurs habitudes de vie, donc est-ce qu'ils étaient actifs, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'il y avait des déplacements actifs et tout ça. Puis, on avait un groupe contrôle qui représentait finalement notre groupe intervention, mais à la fin des traitements. Donc, ils vont correspondre en âge, en type de cancer, le sexe et le protocole de soins, mais eux ne vont pas avoir eu d'intervention spécifique là, en activité physique à part ce qu'ils faisaient par eux-mêmes. Les enfants étaient recrutés entre 2 ans et 18 ans, puis on incluait tout type de cancer. Alors, les interventions pour le projet Vie, en gros, d'abord, on consultait toujours l'infirmière, mais aussi l'équipe de soins, donc physiothérapeute, ergo, médecin, psychologue, nutritionniste au besoin. On se rassemblait 2 fois par mois pour discuter des patients, mais on allait voir à chaque fois qu'on voulait faire une intervention, on allait demander, parler avec l'infirmière qui était en charge du patient pour vérifier s'il y avait des contre-indications ce jour-là pour faire une intervention avec le patient. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'ils ont découvertes par rapport à sa santé, comme au niveau d'une nécrose osseuse ou problème cardiaque, etc. Puis on voulait savoir aussi quels étaient les autres rendez-vous de l'enfant dans la journée pour bien coordonner, pour pas qu'il manque ses rendez-vous, mais aussi pour pas surcharger la journée de l'enfant. Puis, on visait de faire 2 séances d'activité physique par semaine, des séances entre 5 et 45 minutes. Donc, pour les patients qui étaient hospitalisés, ça pouvait être plus que 2 fois semaine, ça pouvait être 5 fois semaine. Pour les patients qui étaient à l'extérieur de l'hôpital, soit qui avaient terminé leur traitement ou qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés, bien, à ce moment-là, on faisait des séances peut-être un peu moins fréquentes parce que c'est plus difficile d'être en contact avec les enfants, mais ce qu'on visait, c'était 2 fois semaine. Donc, on pouvait faire des séances soit dans la chambre de l'enfant, on pouvait faire dans notre local de recherche qui était à un autre étage dans l'hôpital ou qui était aménagé vraiment pour le sport. On peut les faire dans le couloir de l'hôpital, sur l'étage. Et par Zoom, surtout depuis la pandémie, c'est vraiment, on a fait la transition pour faire toutes les séances par Zoom. L'intensité pouvait varier entre 50 et 80% de la capacité cardiovasculaire maximale prédite. On le mesurait à l'aide d'un senseur et d'une montre polaire que l'intervenant portait à son poignet, puis le senseur qui était un rond comme ça qu'on mettait directement sur le bras de l'enfant, puis qu'on attachait avec un ruban non adhésif. Ça nous permettait de bien pouvoir le nettoyer entre chaque patient, mais aussi de pouvoir s'ajuster à la grosseur du bras, dépendamment là, de l'âge de l'enfant, puis de la grosseur du bras du patient. Puis on faisait une comparaison aussi avec la perception d'effort de l'enfant quand que l'enfant était capable d'avoir cette auto-observation-là pour comparer la perception d'effort avec la perception, le calcul objectif finalement. Donc, dans le cadre de mon doctorat, j'ai dû faire une revue systématique de la littérature. Donc, dans ma revue systématique,
dans ma revue de littérature, j'ai questionné 7 bases de données et selon certains critères de sélection précis, j'ai réussi à sélectionner 51 articles et plus, puisqu'il y en a encore qui sont publiés que je veux inclure dans mon article, qui regroupent plus de 1193 sujets qui ont moins de 20 ans. Les critères de base, c'était que l'article, la recherche devait inclure un programme d'intervention en activité physique, en oncologie pédiatrique, donc pendant les traitements ou au début de la période de maintenance. Et les interventions pouvaient se faire soit à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, supervisées ou non. Puis, on regardait les doses, donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme quantité d'activité physique versus l'effet qui a été observé. Puis, on les classe selon soit un effet qui est positif, donc une amélioration des facteurs qui ont été mesurés au départ versus après l'intervention. Un effet qui est neutre, donc les patients n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas non plus perdu de capacité. Ou un effet qui est négatif, où le patient soit perdu des capacités ou a eu un impact négatif relié à l'activité. Puis, je recensais aussi toute mention d'événements indésirables directement reliés à l'activité physique qui a pu être rapportée par les chercheurs. Puis, ce que je voyais, c'est qu'il y avait vraiment des conclusions récurrentes qui revenaient systématiquement dans les études que j'ai pu colliger. Donc, notamment par rapport à l'aspect de la sécurité. Comme quoi il n'y a aucun effet indésirable directement lié à l'activité physique qui a été rapporté, mis à part un bleu ou s'être écorché un peu. Il n'y a rien qui a été majeur, rien comme une perte de conscience, comme crise cardiaque ou même fatigue majeure ou même courbature intense, rien de tout ça qui a été rapporté dans la littérature. On remarque aussi qu'à chaque fois, pouvait mesurer des améliorations au niveau des capacités physiques des enfants, des capacités fonctionnelles et des aspects psychosociaux. On voit finalement les mêmes aspects puis les mêmes améliorations qu'on voit chez la population adulte en oncologie. C'est aussi les mêmes bénéfices puis les mêmes éléments qu'on peut voir chez la population saine. Donc, il n'y a rien de spécifique à la population adulte. Ils ne sont pas plus avantagés, mais ils ne sont pas plus désavantagés et ils reçoivent les mêmes bénéfices que n'importe quelle autre population. Aussi, donc, ce que je me rendais compte en faisant ma revue, c'est qu'il n'y avait aucune ressource disponible en ce moment encore, à part ce que là, on est en train de travailler sur des ressources pour les familles, pour le personnel médical, pour les aider à être autonomes en activité physique de façon sécuritaire pour pouvoir les guider à implanter l'activité physique en milieu hospitalier. S'il n'y a pas de recommandations, de lignes directrices, c'est difficile de pouvoir changer ou ajouter un nouveau service si on n'a pas de ligne directrice. Donc, en faisant moi-même les recherches de ressources pour m'aider à mieux vivre avec ma leucémie, je suis tombée heureusement sur la Société Leucémie Lymphome et j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Rousseau, qui est chef de service de la communauté pour le Québec. Je lui ai parlé un peu de ce que je faisais, de mon doctorat et de ma revue systématique qui avait des conclusions qui étaient vraiment intéressantes, puis de mon désir de vouloir communiquer ça au monde entier, mais particulièrement dans le contexte des hôpitaux pédiatriques. Puis, donc, on a travaillé sur ça pendant les 2 dernières années, puis c'est le sommaire de notre travail qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, portrait général de cette population-là. Heureusement, depuis les dernières décennies, les soins qui sont
procurés aux enfants, les traitements ont permis d'améliorer grandement le pourcentage de survie des enfants atteints de cancer. Tout type de cancer confondu, on parle de plus de 80%. Et comme ce sont des enfants, ils vont avoir une très longue survivance. Donc, on parle de toute une vie, 40 ans, 50 ans, 70, 80 ans après leur cancer. Et malheureusement, 2/3 de ces enfants vont avoir au minimum un problème de santé chronique lié au cancer et à ses traitements. Il y a aussi les aspects d'intégration sociale. Ils sont 3 fois plus à risque d'invalidité et 2 fois plus à risque de perdre leur emploi. Des études ont pu aussi observer que les enfants qui étaient après le cancer, mais on parle de décennies après, 10 ans et plus après leur cancer, étaient 50% moins actifs qu'un père en santé qui n'a pas vécu un cancer finalement. Ils ont pu observer aussi que le déconditionnement chez les survivants était associé à la difficulté de réintégration sociale après les traitements. Donc, s'ils sont plus actifs, s'ils sont plus en forme, ils vont avoir plus de facilité de réintégration sociale et ça, ce n'est pas négligeable pour cette population-là. Quelques effets secondaires à long terme de la maladie et des traitements, surtout chez les cancers pédiatriques. Donc, on parle de toxicité cardiaque, pulmonaire, neuropathie périphérique, retard de croissance, troubles reproductifs, troubles et un risque accru de développer un deuxième cancer ou une rechute. Certains des bénéfices qui ont été relevés dans la littérature, donc on parle de l'amélioration de la force musculaire, des capacités cardiovasculaires, amélioration de la qualité de vie, de l'humeur, une diminution de la perception de douleur, amélioration des capacités fonctionnelles, maintien du poids corporel, donc ni perte ni gain, un effet sur la santé mentale. Puis, ils ont aussi remarqué que les patients qui étaient actifs pendant les traitements étaient plus enclins à maintenir après les traitements que ceux qui ne l'avaient pas été. Donc, on parle autant de ceux qui étaient inactifs avant les traitements que ceux qui étaient actifs avant les traitements. Donc, il y a un changement d'habitude de vie qui est maintenu après la maladie. En termes de bénéfices, la suite, donc de plus en plus d'études ont pu observer des effets protecteurs sur le développement de certaines comorbidités, donc un effet préventif de l'activité physique sur les troubles cardiaques, la prévention de perte de masse osseuse, des troubles de développement moteur, les maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Si on regarde un peu le ratio risque-bénéfice, donc c'est assez connu qu'en période de croissance, il y a un risque très élevé en fait, si un enfant est inactif. Donc, il y a beaucoup de risques qui sont associés à l'inactivité pendant la période de croissance pour le bon développement de l'enfant à long terme. Il y a aussi des risques, comme on a vu en début de présentation, liés à l'inactivité physique sur le processus de réintégration à la vie après le cancer. Par rapport à l'activité physique, il n'y a pas d'effet indésirable qui a été rapporté dans la littérature après 20 ans de recherche. Et on peut voir, par contre, les bénéfices de l'activité physique. Donc, si on regarde le rapport risque-bénéfice, bien, l'activité physique est favorable, penche dans la balance par rapport au risque. Quelques recommandations pour les familles, mais aussi pour tous les intervenants qui peuvent être avec les enfants, qui veulent les faire bouger un peu. Donc, déjà, dans la littérature, on peut voir que les enfants adolescents qui sont supervisés pendant une séance d'activité physique ont des bénéfices, un effet supérieur de l'activité physique. Donc, ils ont plus d'effets.
et aussi, ils vont avoir un meilleur taux de participation ou de rétention à l'activité physique. Donc, c'est à considérer si l'enfant est seul à la maison puis doit lui-même implémenter sa propre activité physique versus mettre le frère, la sœur, le père, la mère, que tout le monde participe ensemble ou de faire des activités avec les intervenants à l'hôpital, mais de façon supervisée. Ça a des bénéfices accrus comparé à une activité qui est non supervisée, soit à l'hôpital ou à la maison. Par rapport à la sécurité, donc quand on commence une activité pendant la période de cancer ou même après, c'est important d'avoir d'abord l'accord du médecin, comme toujours, peu importe la population, afin de vraiment savoir s'il y a des limitations avec l'enfant avec qui on veut être actif, puis de pouvoir bien s'adapter, adapter les séances à ses capacités. Choisir un espace qui va être sécuritaire, donc toujours prendre le temps de dégager les choses qui peuvent être au sol, qu'il n'y ait rien qui puisse créer un obstacle à l'enfant. On veut prévenir le plus possible les chutes. Avoir quelqu'un qui va être à proximité de l'enfant aussi, surtout quand il va être en traitement, s'il est affaibli, de la difficulté avec son équilibre. Avoir quelqu'un qui peut être proche pour l'aider, c'est aidant. Si l'enfant a une pôle de perfusion, à ce moment-là, être deux, c'est avantageux aussi, puisque un peut suivre avec la pôle, puis on peut faire une boucle avec la tubulure qu'on vient coller dans le dos de l'enfant. Comme ça, si il va plus vite que nous ou s'il se penche pour ramasser quelque chose, mais c'est la boucle qui va arracher du dos et non pas le cathéter du bras ou de peu importe l'emplacement du cathéter. Il y a certains facteurs auxquels on peut s'adapter pour l'activité physique. Il y en a d'autres qui sont des contre-indications ultimes, si on veut. Donc, on remet l'activité physique. Là, si l'enfant a de la fièvre, s'il y a des vomissements, s'il y a de la diarrhée, infection, difficultés respiratoires ou un rythme cardiaque qui est anormal, à ce moment-là, on remet l'activité. Sinon, les prochains facteurs, c'est plus des facteurs où on va adapter la séance aux capacités de l'enfant, aux facteurs donc de contre-indication. Par exemple, si son niveau de plaquette est bas, on veut éviter les activités physiques toute activité où il pourrait avoir un risque de chute. Donc, on peut aussi éviter les activités où l'enfant va avoir à attraper quelque chose. Donc, vu que son taux de plaquette est bas, il est plus à risque d'hémorragie, de contusion et tout ça. Donc, on veut éviter des collisions de ce genre-là ou les chutes. On peut favoriser à ce moment-là les jeux au sol. Donc, soit l'enfant est assis ou on fait rouler les objets lentement. On peut aussi, si l'enfant est debout, rester à proximité pour, encore une fois, éviter les chutes. Si son taux de neutrophile est bas, à ce moment-là, l'enfant peut être plus à risque de développer des infections. Donc, on veut éviter des objets en tissu. On veut laver les jouets avant l'activité, laver les mains de l'enfant après l'activité, puis opter pour des jouets qui vont être en plastique. Si son taux d'hémoglobine est bas, donc l'enfant risque d'être plus fatigué, d'avoir moins d'énergie, d'être plus essoufflé. Donc, il y a certaines choses qu'il faut faire attention, comme faire vraiment une activité à basse intensité. Puis ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas développer des capacités et qu'il n'y aura pas des bénéfices. En fait, juste d'être actif, de travailler son équilibre, sa coordination et tout ça, ça va être bénéfique pour l'enfant, même si ce n'est pas un travail intense. On veut éviter les activités où l'enfant va devoir se pencher. Donc, si on joue avec des objets, que l'enfant échappe son objet, allez aider l'enfant à ramasser l'objet pour éviter qu'il ait à se lever et se pencher. Favoriser donc les jeux assis ou les jeux sur place. S'il joue au basket, par exemple, il peut juste lancer sur place le nombre de paniers qu'il peut faire, exemple. Observer les signes de fatigue, donc tout essoufflement, changement de couleur du visage et tout ça. Donc, vraiment permettre le plus de temps de repos possible, peut-être raccourcir même la séance pour permettre à l'enfant de participer et que ce soit agréable pour lui, qu'il sente qu'il est dans une situation de réussite et non pas qu'il est au bout de ses capacités. Si son taux de glycémie est bas,
par exemple parce qu'il va faire un prélèvement et qu'il ne peut pas manger, et il faut vraiment favoriser encore une fois les activités à très basse intensité ou même remettre l'activité une fois que l'enfant va avoir mangé. Sinon, ça peut être faire quelque chose dans le lit de l'enfant, un jeu vraiment ludique là, à basse intensité. Ici, je vous présente le questionnaire qu'on présente aux infirmières à chaque fois qu'on va faire une intervention. Donc, ils doivent cocher oui ou non à toutes les questions avant qu'on fasse l'intervention. Donc, fièvre, nausée, tout ça, comme je vous ai parlé. On va regarder aussi au niveau de la cachexie, soit plus une perte de poids de plus de 35% de la masse corporelle de départ. À ce moment-là, on ne fera pas l'activité avec l'enfant. Toute maladie pulmonaire, nouvelle détection au niveau du cœur, densité osseuse et tout ça, ça, c'est des choses qu'on peut être tenu au courant. Durée de l'activité, donc quand je dis toute activation est bonne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de minimum. Toute activité physique va être bonne, même 1 minute, même 30 secondes. Il n'y a pas vraiment de minimum. Toute quantité qu'on va faire minimum va avoir un bénéfice. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus trop en faire, il faut rester à l'intérieur de ses capacités. Prendre des pauses au besoin ou même faire des courtes périodes d'activation dans la journée. En bas, on voit les recommandations de la CICEP au Canada par groupe d'âge. Donc, c'est recommandé 180 minutes pour les moins de 4 ans, 60 minutes pour les 5 à 11, 60 minutes pour les 12-17, avec 2 fois par semaine d'un exercice qui va travailler aussi la force musculaire, avec yoga, pilates, musculation, gymnastique et autres, danse. Ça, c'est des objectifs. C'est qu'est-ce qu'on veut finalement viser. C'est quelque chose qu'on peut avoir en tête, mais ce n'est pas un absolu. C'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps et de ses capacités. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez diviser en périodes sur la journée. Puis les journées où il y a plus de capacité, où il y a peut-être à la fin des traitements, où c'est plus facile de maintenir une tâche comme aussi élevée que 60 minutes par jour, vous pouvez le faire. Il faut savoir aussi que dans les études, il y en a plusieurs qui faisaient 60 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant les traitements, puis ça avait été très bien toléré par les enfants. Donc, ce n'est pas une contre-indication, mais ce n'est pas non plus un absolu. Donc, encore une fois, toujours être à l'écoute de ses capacités. Fréquence, donc bouger quelques minutes à tous les jours. Trouver 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute par jour où on se lève du lit, où on bouge un peu, ou si on ne peut pas se lever du lit, avoir quelque chose dans le lit qu'on va faire qui va activer quand même nos membres. C'est vraiment important. C'est important de tenir compte des capacités du jour et de son humeur pour ne pas finalement forcer l'enfant. Les enfants, dans le contexte de la maladie, ils ont très peu de choix. Donc, ils sont dans une position où ils sont forcés pour les traitements. Ils sont forcés par rapport à où ils vont dormir, qu'est-ce qu'ils vont manger la plupart du temps. Ils doivent subir des tests, etc. Ils ont beaucoup moins de choix. Et ce qu'on veut, ce que moi j'ai appris dans ma formation en France, puis ce que j'aimerais transmettre, c'est que l'activité physique, on veut que ça fasse partie des choix de l'enfant. Donc, l'enfant a le droit de dire non, évidemment, mais il peut aussi choisir qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui l'amène dans une situation où il se sent capable, où il y a du bonheur, etc. Puisque comme chez monsieur, madame, tout le monde, faire l'activité physique, ça demande de la motivation, puis quand on force, souvent, on abandonne. Donc, voici un peu un outil pour vous aider à mesurer l'intensité si vous n'avez pas de montre polaire. Donc, on peut voir une activité entre modérée à intense. C'est un bon barème pour faire l'activité physique. Donc, on peut dire, par exemple, sur l'échelle de Borg, en bas, entre le 4, donc je sens un effort, et le 7 où c'est dur. Donc, ça commence à... C'est un effort, puis en bas, c'est un début d'effort. Donc, on peut se promener entre les deux. Puis on peut faire des pauses, puis redescendre à très facile, puis remonter un petit peu. On peut aussi se fier à la respiration de l'enfant. Des fois, la perception de l'effort, sa propre perception d'effort peut
pas tout le temps être représentatif de la réalité. C'est-à-dire que certains enfants vont avoir de la difficulté à évaluer quand ils sont fatigués ou ils ne veulent pas nécessairement admettre qu'ils sont fatigués. Vous avez sûrement déjà vu ça. Ils vont avoir tendance à dire qu'ils sont encore capables, qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on regarde là, la couleur du visage, on peut regarder si l'enfant sue ou si sa respiration, est-ce qu'il est capable de nous parler en même temps. Si ça devient difficile à parler, clairement, l'intensité est plus haute, fait qu'on va prendre le temps de ralentir un petit peu. Puis, les activités intenses sont importantes pour travailler le cœur notamment, mais c'est des moments plus courts. Donc, on parle de secondes plutôt que de minutes ou de longues périodes. Puis, ça va être quelques moments dans la semaine ou un moment dans la séance seulement, de se comparer aux activités modérées qui, là, peuvent être vraiment à tous les jours, puis pour des périodes plus longues. Voilà. Intérêt, donc, bâtir la séance autour des intérêts de l'enfant. Qu'est-ce qui branche notre enfant, notre adolescent? C'est quoi qui le fait bouger ou qu'est-ce qui l'intéresse de ces temps-ci? Donc, ça peut être la Reine des Neiges, ça peut être le basketball, ça peut être le hockey, ça peut être, je sais pas, les Avengers, ça peut être n'importe quoi, en fait. Voir c'est quoi l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce qui motive l'enfant de ce temps-ci, qu'est-ce qui le passionne, puis bâtir une activité autour de ça. Fait que ça peut être vraiment dans l'imaginaire, ça peut être des défis, ça peut être des sports. On peut avoir un objectif aussi qui va être vraiment général. Fait que, par exemple, l'enfant plus adolescent, par exemple, peut avoir des enjeux au niveau de son apparence physique. Donc, peut-être qu'il trouve qu'il a perdu de la masse musculaire ou qu'il a pris du poids ou, tu sais, il ne se sent pas bien dans sa peau, il y a une estime de soi qui est vraiment comme diminuée. À ce moment-là, ça peut être notre objectif général, mais toujours voir aussi un objectif micro, finalement, au jour même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant ou l'adolescent puisse atteindre un objectif dans le cadre de la séance où il va sentir qu'il a des capacités. Donc, toujours souligner les capacités du jour. Monsieur, madame, tout le monde, quand ils vont faire un programme d'activité physique, on va pouvoir augmenter la charge progressivement, puis on va avoir un parcours linéaire. Les enfants, pendant qu'ils sont en traitement, ils vont avoir un parcours en dents de scie. Un jour, ils vont avoir des capacités, le lendemain, ils n'en auront plus, etc., etc. Donc, ce qu'on veut, c'est leur faire voir les capacités qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, célébrer ça et non pas se comparer à hier ou se comparer à il y a un an ou se comparer aux frères, à la sœur, aux amis, ce qui peut être vraiment difficile au niveau de l'estime de soi, justement, à cause qu'il y a beaucoup de changements dans leur vie. Donc, voilà, toujours trouver des objectifs puis des activités qui vont être axées sur leur goût, adapter la séance pour qu'ils puissent atteindre des objectifs de séance. Quelques études de cas. Donc, je vais présenter un peu qu'est-ce qu'on faisait dans le cadre du projet Vie. La clinique de jour, donc l'enfant vient pour des résultats, il vient pour une prise de sang, prélèvement, etc. Donc, on va d'abord aller voir l'enfant, voir comment il va, est-ce qu'il aurait envie de bouger avec nous, si c'est positif. À ce moment-là, on va voir son infirmière, on voit est-ce que les résultats de la prise de sang, est-ce qu'il y a des contre-indications, qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est quoi l'horaire de soins, qu'est-ce qu'il y a d'autre après nous et quand, pour ne pas interférer, mais comme j'ai dit, pour ne pas surcharger l'enfant non plus. Nous, on amenait l'enfant à ce moment-là, s'il était en clinique de jour, dans notre laboratoire, dans notre salle de sport. On donnait le numéro de téléphone pour nous joindre toujours, puis on donnait un approximatif de quand on allait revenir à l'infirmière, puis on allait bâtir à ce moment-là la séance avec l'enfant selon ses intérêts, ses capacités du jour, mais aussi avec, là, si est-ce qu'il est avec grand-papa, grand-maman, frère, sœur, etc. On essayait d'inclure la famille, puisque c'est vraiment un moment pour eux de voir qu'est-ce que leur enfant peut faire ou qu'est-ce que leur frère, sœur peut faire, comment les superviser, leur donner des idées d'activités. Ce qui est vraiment intéressant aussi après ça, c'est
qu'on a plusieurs familles qui sont venues nous voir en nous disant on a acheté des gants de boxe avec un punching bag, on ne savait pas que notre fille aimait la boxe, ou ils ont acheté une corde à danser, on a acheté des choses comme ça pour jouer à la maison. Puis ça, on l'a vu même chez des familles qui étaient inactifs avant les traitements. Donc, ils ont carrément changé leur habitude de vie parce qu'ils ont été inclus, parce qu'ils ont vu comment faire. Puis ça, c'est toujours des belles victoires. Autre étude de cas, si l'enfant est hospitalisé, mais sans isolement, donc pas pour une infection, il peut sortir de sa chambre normalement. Donc, d'abord, toujours, on va aller voir l'infirmière qui s'occupe de l'enfant à l'étage. On va voir comment a été ces derniers 24 heures. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir par rapport à sa santé, comment ça va de façon générale, est-ce qu'il mange et tout ça. On va voir c'est quoi les autres activités qu'il y a dans sa journée. Par exemple, ça peut être l'école, la physio, l'ergo. Puis c'est important de tenir compte de ça pour la charge de l'activité qu'on va faire. Après ça, est-ce que l'enfant veut ou peut sortir de sa chambre? On va essayer d'évaluer juste comment il nous parle, puis comment il bouge, est-ce qu'il est dans son lit, est-ce qu'il est très amorphe, ses capacités du jour. Puis on va vraiment adapter la séance à ses capacités, mais aussi à l'espace qu'on va avoir. Si on peut, on va sortir dans le couloir. Sinon, on va faire la séance dans la chambre de l'enfant. Encore une fois, soit on essaie d'inclure la famille, ou souvent, quand ils sont en situation d'hospitalisation, c'est un bon moment pour la famille de prendre un break, de prendre un repos, puis aller prendre une douche, manger, etc. Donc, à ce moment-là, évidemment, on reste avec l'enfant jusqu'au retour de la famille. Si l'enfant est hospitalisé avec isolement, donc soit il y a une infection ou il est immunosupprimé à risque d'infection, à ce moment-là, on va encore une fois vérifier avec l'infirmière, toujours, et on va suivre toutes les procédures entrée et sortie, nettoyer le matériel au besoin. On va voir avec l'enfant comment il va, qu'est-ce qui l'anime cette journée-là. Puis, on va adapter la séance à sa mobilité, mais aussi à l'espace de la chambre. Puis, donc, ça peut être surprenant qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une chambre. Il y a beaucoup de choses. Puis, on peut même faire des activités qui sont assez intenses à l'intérieur d'une chambre. Donc, il ne faut pas sous-estimer les micro-espaces. Toujours être à l'affût, évidemment, des signes de fatigue pour bien doser l'activité. Puis encore une fois, là, on peut permettre à la famille de prendre un repos au besoin ou de participer à l'activité. Si l'enfant est en situation de greffe, ils vont être hospitalisés pendant des longues semaines, souvent même des mois. Donc, on va d'abord voir avec l'infirmière et on va prendre un peu plus le temps avec l'enfant de socialiser, de parler avec lui, de bâtir la relation, mais aussi de lui changer les idées parce qu'il ne va pas voir beaucoup de monde. C'est une période qui est très difficile pour les jeunes enfants, la période de greffe. C'est long et ils sont vraiment isolés. Après ça, on va en même temps voir un peu comment il bouge, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il a fait dans les derniers jours, par exemple. On va évaluer ses capacités. Puis, s'il a envie, puis si c'est possible pour lui de bouger cette journée-là, on va voir si on fait une activité dans le lit ou sur un tapis à côté, ou même des fois, ils peuvent avoir un vélo dans la chambre ou d'autres matériels qui peuvent être rentrés dans la chambre. Et ça, c'est vraiment l'idéal là, si l'enfant peut avoir accès à du matériel directement dans sa chambre. Mais je sais que différents hôpitaux ont différentes procédures par rapport à ça. Fin de vie. Donc, oui, on peut faire l'activité physique avec les enfants qui sont en fin de vie, même que c'est très bénéfique pour la famille et pour l'enfant. Évidemment, on n'a pas les mêmes objectifs qu'un enfant où on espère la survie. Là, on est vraiment plus dans la qualité de vie, dans permettre à l'enfant de vivre un moment où il est vraiment juste un enfant. Donc, profiter des instants qu'il y a, soit juste avec nous ou avec la famille, en le voyant s'amuser, jouer, etc. Donc, pour ça, on va d'abord vérifier avec l'équipe soignante c'est quoi les souhaits de la famille par rapport à l'activité physique, s'ils veulent être rencontrés, ou on veut aussi savoir tout ce qui peut être autre par rapport aux souhaits de la famille.
Par exemple, est-ce que l'enfant est au courant de sa fin de vie? Qu'est-ce qu'il sait par rapport à ça? C'est quoi les croyances de la famille? Tout ça, pour être vraiment dans le même courant de pensée là, que la famille, puis supporter de la meilleure façon possible. On veut, comme avec les autres enfants, évaluer ses intérêts, ses capacités, puis adapter l'activité selon les capacités du jour de l'enfant. Donc, comment les infirmières et autres personnels hospitaliers peuvent aider à supporter l'activité physique en oncopédiatrie? Eh bien, déjà, de faire cette formation-ci, puis d'être au courant des bénéfices, du ratio risque-bénéfice. Donc, le fait que l'activité physique, c'est important. Il y a un aspect de risque à l'inactivité. Ça, c'est important. D'avoir en tête aussi les différents aspects de sécurité qu'on a adressés tantôt. C'est des facteurs qui peuvent permettre aux familles d'être autonomes. Vous pouvez aussi, si vous le sentez, encourager les familles dans leurs propres initiatives à être actifs. Si vous vous en racontez, vous pouvez les supporter là-dedans, les encourager. Mais gardez quand même en tête qu'est-ce qui pourrait être des recommandations spécifiques par rapport à ça avec le médecin ou encourager la famille à en discuter avec le médecin pour être sûr qu'ils respectent les recommandations. Certains parents peuvent être des fois très enthousiastes, donc c'est important que ça reste sécuritaire. Puis, peut-être les diriger vers les ressources qu'on vous présente aujourd'hui avec la Société Leucémie Lymphome du Canada ou celle de votre hôpital s'il y en a qui sont disponibles. Donc, le travail multidisciplinaire, j'ai écrit très précieux, très aidant. En effet, on a tous le même objectif. On s'en va tous vers aider la famille, les supporter, s'assurer à ce que l'enfant puisse retrouver ses capacités le plus rapidement possible. Si on travaille ensemble, comme par exemple dans le contexte du projet Vie où c'était nutrition, psycho, physio, ergo, kinésiologue, médecin, infirmière, c'est des grosses équipes, mais en étant tous ensemble sur la même longueur d'onde, avec chaque enfant spécifiquement, à ce moment-là, on peut vraiment s'adapter à ses besoins, s'assurer de pas empiéter finalement les uns les autres, puis vraiment travailler en équipe. Le rôle du kinésiologue, en gros, en oncologie pédiatrique, c'est d'activer tout le corps. Donc, on veut que l'enfant, par exemple, là où le physiothérapeute peut aider l'enfant à reprendre la marche, ou l'ergo peut aider l'enfant à manger, écrire, la dextérité et tout ça, le kinésiologue, lui, va s'assurer à ce que tout le corps au complet soit fort, que le cœur soit en forme, que l'équilibre et tout ça. Mais c'est sûr que ça va affecter aussi la coordination, ça va affecter la marche et tout ça. Le corps, c'est une unité. Mais nous, on est beaucoup plus dans le général du corps, là, où les autres vont être peut-être plus dans le spécifique puis dans le aigu. Donc, on a tous le même objectif, c'est d'aider la famille puis l'enfant à retourner à une vie post-cancer qui va être plus facile, en fait, diminuer l'écart entre les autres enfants, là, évidemment, mais aussi entre le début des traitements puis la fin des traitements. En conclusion, les enfants qui sont atteints de cancer ont besoin d'être actifs pour leur développement, pour leur bien-être et pour faciliter la vie après le cancer. L'activité physique est sécuritaire, particulièrement si on tient compte de certains facteurs importants dont je vous ai fait la présentation aujourd'hui. Les familles peuvent être autonomes dans l'activité physique, particulièrement s'ils sont informés par rapport aux aspects de sécurité. Puis, avoir des professionnels qui sont formés pour superviser, ça peut aider à obtenir plus de bénéfices et une meilleure participation des enfants à long terme. Donc ici, je vous présente les feuillets qu'on a développés avec la Société Leucémie Lymphome. On est très content de vous les présenter aujourd'hui. Donc, on a les 3 ici qui sont par tranche d'âge, qui représentent les enfants qui sont pendant les traitements. On a fait un feuillet qui est spécifique aux professeurs d'activité physique qui ont des enfants qui se remettent d'un cancer, donc pour les aider à inclure les enfants d'une façon sécuritaire, les encourager aussi à les inclure plutôt que les exclure. Et on a fait un pamphlet qui est spécifique à la vie après le cancer pour les enfants qui se sont remis de leur maladie.
Donc, les ressources, il y en a très peu malheureusement encore pour ce sujet très spécifique, mais il y a les pamphlets dont je vous ai fait la présentation qui sont disponibles sur le site web de la Société Leucémie Lymphome du Canada en format électronique, mais vous pouvez aussi les commander en format papier pour votre hôpital ou votre organisation. On va aussi je vais aussi offrir du mentorat pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus ou qui ont des questions par rapport à ça. Vous allez pouvoir entrer en contact avec moi et ça me ferait plaisir d'aller vous rencontrer dans vos milieux hospitaliers sur demande si jamais vous voulez regarder comment on peut adapter le service de l'activité physique en oncopédiatrie. Ça me ferait grandement plaisir de vous rencontrer. Donc, voici quelques références que j'ai mis qui peuvent vous aider aussi à approfondir vos connaissances au besoin. Puis, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir présenté cette formation. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Comme notre experte l'a mentionné, elle est disponible pour répondre à vos questions sur l'exercice physique et l'oncopédiatrie. Après le visionnement de cette formation, vous aurez l'opportunité de laisser votre nom et vos questions sur un formulaire conçu à cet effet. Gabrielle communiquera avec vous sans faute. Je vous rappelle que cette formation est accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour 1 heure de formation. Des frais de 10 $ s'appliquent pour accéder au crédit. Vous pouvez payer ces frais directement sur la plateforme ou encore communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Les coordonnées sont à l'écran. Sinon, un certificat vous sera émis automatiquement à la fin de la formation. Pour de l'information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous aider. québecinfo@lls.org ou par téléphone 1-833-222-4884 ou encore sur notre site internet cancerdusang.ca. Alors, merci beaucoup et portez-vous bien.